Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par Réseau Entreprendre Paris sur le sujet de comment faire de sa relation d'associé un rempart face aux doutes et aux difficultés. Ravi de vous accueillir ce matin. Est-ce que vous pouvez, juste avant qu'on aille plus loin, nous confirmer dans le chat que vous nous voyez bien et que vous nous entendez bien, histoire que l'on ne part pas dans le vent. J'ai l'impression que tout est bon. Super, merci beaucoup. Donc, on va parler ce matin du sujet de l'association, qui est un sujet qui nous est cher chez Réseau Entreprendre Paris, puisque voilà, on a une conviction assez forte chez nous sur le fait que voilà, quand on est associé, la relation avec son ou ses associés est finalement le principal actif ou le premier actif de sa boîte, de son entreprise. Et la période que l'on traverse en ce moment nous renforce encore plus dans cette conviction. Donc, on est vraiment ravis de parler de ce sujet. On a d'ailleurs rédigé il y a quelque temps un livre blanc assez complet sur le sujet qu'on vous mettra dans le chat tout à l'heure au cours du webinaire que vous pourrez aller télécharger. Donc, je vais commencer par me présenter. Je suis Ludovic Giraudon, chargé d'affaires chez Réseau Entreprendre Paris, et je vais avoir le plaisir d'animer ce webinaire. Peut-être quelques mots en préambule avant de vous laisser la parole. Vous voyez, j'ai la chance d'être très bien entouré ce matin. Alors, on a des petits soucis techniques. Il y a Olivier Pelot de Turning Point qui est censé nous rejoindre. Espérons qu'il réussisse à résoudre ces petits soucis techniques. C'est en cours de résolution. Il devrait réussir à nous rejoindre dans un instant. Mais quelques mots, et ça le fera peut-être venir, pour vous présenter Réseau Entreprendre Paris. En quelques mots, donc Réseau Entreprendre, c'est un réseau de chefs d'entreprise qui accompagne bénévolement des créateurs ou des repreneurs d'entreprises. Peut-être deux chiffres aussi pour illustrer notre action. 120, c'est le nombre d'implantations qui existent de Réseau Entreprendre partout en France et même désormais à l'international. Donc, j'ai pour habitude en fait de dire que quel que soit le réseau Entreprendre, enfin quel que soit géographiquement en tout cas en tant qu'entrepreneur, où que vous soyez, il y a nécessairement un réseau Entreprendre vers lequel vous tournez. Et 14 000, même 14 500 un peu plus précisément, c'est le nombre de chefs d'entreprise qui sont engagés bénévolement à nos côtés à travers le monde. Notre principale mission chez Réseau Entreprendre, c'est le soutien à l'emploi, donc création d'emplois, maintien à l'emploi, ce matin, donc au travers du soutien évidemment des entrepreneurs. Et ce matin, on se retrouve dans le cadre de l'association parisienne, donc Réseau Entreprendre Paris, chez qui on a tout particulièrement à cœur de promouvoir un entrepreneuriat solidaire, humaniste et également résolument orienté vers en tenant compte en tout cas et avoir pleinement conscience des considérations environnementales. Voilà pour ce rapide préambule. Je vais me tourner vers vous, Dorothée, Christian, le temps que peut-être Olivier nous rejoigne. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots qui vous êtes, peut-être aussi un ou deux chiffres que vous seriez fiers de nous partager ce matin autour de vos activités respectives. Et aussi, je me dis peut-être que ce serait sympa, même si vos associés respectifs sont pas là physiquement avec nous ce matin, peut-être de juste donner leur prénom. Ça permettra d'être un peu plus connecté à eux par la pensée. Dorothée, je te laisse la main. Ouais, bonjour, je suis Dorothée, je suis cofondatrice de My Little Day. C'est un site de vente en ligne qui propose des produits pour faire la fête. Donc, c'est quoi des produits pour faire la fête? Ce sont des ballons, des assiettes en carton, des gobelets. On a lancé cette entreprise avec Gabriella, qui est donc mon associée, il y a maintenant 10 ans. Donc 10 ans, c'est un peu le chiffre dont on est le plus fier parce qu'on n'avait aucune expérience entrepreneuriale et qu'on vient toutes les deux d'un monde très très lointain de l'entreprise, parce qu'on est toutes les deux historiennes de l'art. Donc, et notre spécialité, c'est l'art contemporain. Donc, rien ne nous prédestinait, à part les boulots respectifs de nos mères, à gérer une entreprise. Mais pour la petite histoire, toutes les deux, on s'était juré de ne jamais être chef d'entreprise à cause des expériences de nos propres mères. Voilà, ça c'est un peu ce qui nous a permis de nous rejoindre. Et après, des chiffres... nous, on n'a pas vraiment, on n'a pas de chiffres très intéressants à communiquer. Non, mais déjà 10 ans, je trouve que c'est effectivement 10 ans et des millions de ballons vendus, principalement des ballons en latex. Voilà. excellent. Merci beaucoup, Dorothée. Christian, je te laisse la main. Ouais, bonjour à tous. Donc, cofondateur de Mano Mano, et également lauréat Réseau Entreprendre 2000, je sais pas, 2016 ou un truc comme ça. La boîte a 7 ans.
J'ai fondé Mano Mano avec Philippe de Chanville. Donc, on est deux fondateurs au démarrage à 50-50. Que dire de Mano Mano? Mano Mano, c'est une plateforme sous la forme avec un business model de place de marché spécialisée dans le bricolage et le jardinage. Et la mission qu'on s'est mise avec Philippe au démarrage pour créer cette boîte, c'est de se dire que c'était un marché qui était très poussiéreux, non digitalisé, et que c'était extrêmement compliqué quand on était un bricoleur et qu'on avait une vie digitale, parce que c'était deux mondes qui s'étaient totalement séparés. Et au-delà de ça, c'est très cher, il n'y avait pas de choix. Et donc, c'était un peu notre mission du démarrage, puisque nous sommes deux bricoleurs avec Philippe, c'est de dépoussiérer un peu ce monde-là, de le digitaliser et de faire grossir. Le chiffre dont nous sommes le plus cher, je pense, avec Philippe, c'est 500. C'est le nombre de salariés aujourd'hui que nous avons. Donc là, on est vraiment on est super fiers. Euh, je pense que au-delà de l'association, si on fait ce métier, c'est vraiment pour créer des emplois et pour faire grossir la boîte. Moi, je suis un fils de fonctionnaire, donc j'étais et j'ai toujours voulu être entrepreneur. Donc c'est un peu le contraire de toute la Dorothée. J'avais pas d'a priori, donc j'ai foncé. Donc Mano Mano, moi, c'est ma troisième boîte, mais c'est un peu voilà, un peu mon ADN, voilà. Top, merci beaucoup Christian. Alors Olivier, ravi de voir que tu as réussi à nous rejoindre et tu as bravé les problèmes techniques. Merci aussi à l'équipe, je sais, qui a œuvré en coulisses pour t'accompagner. Et en plus, ça aurait été dommage de se priver du soleil et de la nature qui est derrière toi. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, tout simplement, Olivier? Oui, bonjour à tous. Effectivement, la connexion. Ah, j'ai l'impression que la technique, décidément, nous joue des tours. Olivier, on t'a perdu. Est-ce que tu es de nouveau avec nous? Est-ce que là, tu m'entends là? Oui, très bien. Ok. Donc, je suis ravi d'être avec vous. Effectivement, à la campagne, on est en train de travailler sur une maison et je commande chez Mano. C'est un plaisir. Qualité de service excellente. Christian. Bravo, merci beaucoup. Il n'y a plus qu'à faire la fête maintenant avec Dorothée. Exactement. Absolument, Dorothée. Voilà, donc pour ma part, moi, un peu comme Dorothée, je suis de philosophie. Donc j'ai enseigné la philo en terminale avec beaucoup de passion. Mais j'avais cette fibre de vouloir entreprendre. Et voilà, et donc il y a 12 ans, j'ai créé Turning Point. Est-ce que vous m'entendez bien? On t'entend bien, ouais. Je pense qu'effectivement, c'est mieux voilà, on a coupé ta caméra exprès pour maximiser le débit et pouvoir t'entendre parfaitement. Ok, c'est super. Voilà, donc il y a 12 ans, j'étais consultant et puis j'ai découvert le coaching et j'ai vu combien le coaching était puissant pour accompagner à la fois des dirigeants et des entrepreneurs, pour les aider à être vraiment au mieux de leur talent. Et d'avoir une réussite et à la fois un impact sur la société. Voilà. Et donc, au départ, j'étais tout seul et puis très vite, des associés m'ont rejoint, Michel, puis Édouard. Voilà. Et aujourd'hui, je dirais au niveau du central, nous sommes 3 associés. Bon, j'ai l'impression qu'on t'a perdu à nouveau, Olivier. Alors peut-être précision, Olivier, du coup, il aura ce matin une double casquette, un peu celle de coach de Turning Point qui est directement à l'activité principale de sa boîte, et puis également associé, puisque comme il nous le disait, il y a 2 associés complémentaires qui l'ont rejoint en cours d'aventure. Le temps qu'il nous rejoigne, j'ai l'impression qu'il a des petits soucis de connexion. Je vais commencer avec vous, Christian et Dorothée. En préparant ce webinaire, en fait, j'ai une première question pour vous, c'est qu'il y a un principe clé qui est revenu dans nos échanges, c'est le fait que vous mettiez par-dessus tout votre relation d'associé. C'est-à-dire que ça devait primer sur tout. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi est-ce que vous avez appliqué ce principe clé et en fait, comment est-ce que vous le vivez concrètement au quotidien? Peut-être toi, Christian, si tu veux commencer. Ouais, merci. Très bonne question et c'est vraiment une question fondamentale, c'est comment va fonctionner votre boîte au final et comment va fonctionner votre relation avec votre associé. Souvent, on dit aux équipes que ce qui prime, c'est véritablement la relation des associés. Et que parfois on prendra pas de décision business s'il n'y a pas un alignement au cordeau entre Philippe et moi, et que cette préservation de qualité des relations prime surtout. Et ce qui nous paraît totalement logique, parce que si vous avez des associés qui sont pas alignés sur tout, c'est là où ça commence à
à créer de la friction au sein de toute la boîte. On le voit bien, nous, dès qu'il y a un peu pas un double discours, mais deux visions qui sont un petit peu différentes, c'est là où ça tiraille et vraiment ça fait des gros dégâts dans la boîte. Donc, on commence par la base. Tant que la tête, les associés sont pas d'accord, on déploie pas en interne. Et si on n'est pas d'accord, eh ben, on remûrit la décision, on se pose d'autres questions, et puis tant qu'on n'est pas d'accord, on le déploie pas au sein de la boîte. Mais pour nous, c'est vraiment c'est la base, non pas tant en se disant il faut que les associés soient toujours d'accord, mais tant sur le point où aussi il y a un petit désalignement entre les associés, c'est la boîte entière qui va dans le mur. Voilà. C'est-à-dire que concrètement, si je rebondis sur ce que tu viens de dire, s'il y a une opportunité qui se présente et qu'il y a par exemple, toi tu y crois à fond, mais pas Philippe, vous n'allez pas forcément y aller, c'est ça? Exactement. Okay. C'est très simple comme solution. Super clair. Toi, Dorothée, comment c'est exactement la même chose. Nous, tant qu'on n'est pas d'accord toutes les deux, on n'y va pas. Alors après, ça demande des ajustements, ça demande de la discussion, ça demande de convaincre l'autre si vraiment je suis absolument persuadée de quelque chose. Mais si on n'est pas toutes les deux parfaitement alignées, on n'y va pas. Alors parfois c'est un peu étrange parce qu'on a l'impression d'avoir un seul cerveau pour deux finalement, puisque c'est assez étonnant, mais la réalité c'est que on a confiance. Enfin, ce qui prime avant tout, c'est la confiance en l'autre. Donc, en tout cas pour nous. Et par conséquent, si l'une des deux est convaincue que c'est pas une bonne idée, on n'y va pas. Après, on prend le temps qu'il faut pour en discuter et pour être d'accord ensemble. Et on y arrive systématiquement. Parce que effectivement, s'il y en a une qui ne le sent pas, c'est que c'est pas la bonne solution. Ça marche pas. Donc moi, je suis parfaitement d'accord avec ça. Hein. C'est essentiel. Merci beaucoup Dorothée. Alors Olivier, j'en profite de voir que tu es revenu parmi nous. N'hésite pas si à un moment donné tu sens que la connexion est un peu bancale à couper ta caméra, ce sera moins sympa, mais au moins ça nous permettra de te maintenir avec nous. Donc on est ensemble hein, jusqu'à 11h. N'hésitez pas pour ceux qui nous écoutent à utiliser l'onglet questions. On essaiera de se trouver quelques minutes à la fin pour répondre à vos questions si vous en avez, et de pas utiliser l'onglet chat parce que l'onglet questions vous permet de voter pour les questions des uns des autres, et ça nous aidera en fin de session à prioriser les questions les plus plébiscitées. Alors, avant de me tourner vers toi, Olivier, je vous retiens encore Christian et Dorothée pour prolonger la question. C'est qu'en fait, dans nos échanges aussi, il y a une notion il y a un mot qui est revenu beaucoup de fois, c'est le mot complémentarité. Donc, c'est comment est-ce que vous faites, vous, au quotidien et depuis le début de vos aventures, pour faire justement de ces complémentarités une force et pas une différence qui va au contraire venir vous éloigner de vos associés. Christian, tu veux commencer? Merci, oui, avec plaisir. Alors, ça c'est une énorme question quand on cherche un associé ou quand on est associé, c'est de savoir qu'est-ce que va apporter l'autre ou ce que moi je vais apporter finalement à l'association. Avec Philippe, ce qui est rigolo, c'est qu'on a fait la même école de commerce, on a quasiment le même nombre d'enfants, on a des racines socioculturelles identiques. Et donc, quand on a commencé à dire, tiens, on va monter un business, on venait de la finance, enfin, on avait une histoire qui était vraiment parallèle à 10 ans d'écart, je dirais pas qui est le plus vieux. Ben, on nous dit, mais vous êtes des clones, pourquoi vous allez vous mettre ensemble? Ça n'apporte strictement rien du tout. Chacun va avoir la même vision du business et ça va rien enrichir. Partez tout seul, entre guillemets. Et au-delà de ça, ce qui est important de dire, c'est que donc on avait ce socle commun qui était à la fois très toutes les grandes questions qu'on a sur le monde entre guillemets, eh bien, on est d'accord dessus et on a des grands principes de vie qui sont identiques. Ça, pour le coup, on est des clones là-dessus. En revanche, notre façon de fonctionner est totalement différente. Il y en a un qui est beaucoup plus analytique, l'autre qui est beaucoup plus intuitif. Je vais m'arrêter aux comparaisons, mais il y a des choses qui sont totalement différentes, ce qui fait que chaque problématique est abordée avec des notions et un schéma mental qui est totalement différent. Et c'est là où c'est explosif et que ça crée vraiment beaucoup de valeur quand on discute, parce que chaque fois on vient les problématiques et les solutions sont trouvées de façon totalement différente. Et ça, c'est ça qui est génial, c'est qu'au final on a un fondement de valeur qui est le même. Quand on a mis en place les valeurs chez Memano, ça a duré 30 secondes. On a mis 3 valeurs sur un papier, c'était quasiment les mêmes. Et on s'est aligné comme ça très rapidement. En revanche, la façon de faire au quotidien, la façon de manager, la façon de résoudre les problèmes et la façon de voir l'avenir et d'appréhender cet avenir-là est totalement différent. Et ça, c'est génial parce que à chaque fois qu'on trouve une solution, on arrive à aller beaucoup plus loin
parce que l'approche est différente. Donc, on a un peu un même cerveau, mais il y a le droit et le gauche qui sont tout le temps en train de discuter et ça fait cette étincelle. Donc, c'est vraiment important d'avoir cette complémentarité et que la vision du business soit différente, mais toujours en ayant en tête qu'il faut que la vision et les valeurs des personnes soient exactement la même et pour que les discussions, les bases de discussion soient saines. Voilà. Toi, Dorothée, est-ce que tu as un peu cette même approche entre ce socle et puis le côté mode de fonctionnement qui a créé la petite étincelle qu'évoquait Christian? Ouais. Alors moi, c'est assez étonnant parce qu'effectivement, c'est vraiment le même type de fonctionnement. Nous, la différence, c'est qu'on ne s'est pas cherché du tout, puisqu'on cherchait pas à créer une entreprise, donc notre histoire est un petit peu différente. On s'est trouvé, on a monté une galerie d'art contemporain ensemble, donc on avait une petite expérience de cette notion d'association, mais on avait vraiment des valeurs communes. On savait ce qu'on voulait, pas en termes d'entreprise, mais en termes de vie globale. Et après, c'est vraiment ça ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une complémentarité qui s'est mise en place. Mais chez nous, ça s'est fait vraiment extrêmement naturellement, parce qu'effectivement, il y en a une qui est instinctive, l'autre qui est extrêmement pragmatique, etc. Donc les choses se sont faites assez naturellement, et là-dessus, il n'y a jamais vraiment eu de remise en question. Alors parfois, quand la charge est beaucoup trop lourde, parce que il y a des tâches qui sont extrêmement pénibles, il y a une entraide qui est mise en place systématiquement, parce que nous, on est à la fois complémentaires, mais alors on n'est pas du tout, on fait pas du tout la même chose, donc on peut pas faire le boulot de l'une ou de l'autre, mais on sait que si l'une de nous deux est pas en phase, l'autre peut prendre le relais. Il y a une espèce de truc comme ça où il y a enfin, entre nous deux, il y a ce truc de relais systématique, et ça marche pour tout, c'est-à-dire que ça marche pour tout. C'est explosif, il y a des étincelles. Je veux dire, on est un peu comme un couple, mais un couple hyper précautionneux de sa relation. Donc nous, notre relation, c'est dans notre entreprise, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Il y a l'équipe, mais ce qui compte principalement, c'est notre association. Et nous, c'est aussi la raison pour laquelle on a créé cette boîte. C'est cette association, c'est pour pouvoir travailler ensemble. Donc nous, ce qu'on a vraiment de plus précieux, c'est ça, avec l'équipe et avec cette envie de rendre service, de faire la fête, de faire du beau, etc. Mais tout ça, ça vient se coller, s'agglutiner là-dessus. Et après, bah ouais, il y a des étincelles, forcément. Mais c'est ce qui fait, enfin, en ce qui nous concerne, c'est ce qui rend l'aventure un peu plus riche. Parce que si on était toujours d'accord sur tout, ça serait un peu chiant. Et puis, ça nous stimule. Enfin, ça nous stimule intellectuellement, ça nous oblige à réfléchir, ça nous oblige à convaincre l'autre, ça nous oblige à y croire, à le vouloir. Et parce que dire un truc à une banque ou à un investisseur sans y croire vraiment, c'est bizarre. Bon, bah là, c'est la même chose entre nous. Donc, nous, il y a ce truc un peu, c'est un peu rhétorique, mais c'est volontaire au quotidien. Et après, quand on n'est pas d'accord, quand il y a une friction, parce qu'il y en a, bah on parle, on pose tout sur la table et on en discute. On reviendra sur le sujet des tensions, et je vois qu'il y a des premières questions d'ailleurs sur le sujet tout à l'heure. En tout cas, moi, ce que je retiens pour le moment, ce qui est très fort, c'est que vous êtes visiblement alignés sur notre conviction sur le fait que l'association doit primer sur tout, parce que c'est le premier actif de la boîte, et sans alignement pur et parfait sur les éléments stratégiques, derrière, c'est le business, les équipes qui en pâtissent. Et deuxième point, c'est que s'il y a justement pas d'accord pur et parfait sur un sujet stratégique, vous n'y allez pas. Olivier, est-ce qu'on t'a retrouvé? Oui, alors, je vois que tu parles, mais je ne t'entends pas. Est-ce que ton micro est bien ouvert? J'ai l'impression que oui. Oui. Bon, on a un petit souci de son maintenant. Après l'image, c'est le son. On va essayer de le... Ah, visiblement, les autres, vous me confirmez dans le chat que vous entendez bien Olivier? Est-ce que vous m'entendez là? Okay. Parce que moi, je t'entends pas. Il y en a certains visiblement par SMS qui me disent qu'ils t'entendent. On t'entend pas, Olivier. Peut-être essayer de te déconnecter, de te reconnecter pour qu'on te retrouve, et couper ta caméra tout de suite pour préserver le débit. Mais c'est pas grave, on va enchaîner. Il y a un sujet souvent qui revient le temps qu'Olivier nous retrouve. Il y a un sujet qui revient souvent quand on parle de prendre soin de son association, c'est le sujet des rituels qui permettent parfois à certaines personnes, certains associés, de réussir en fait à s'assurer qu'on consacre suffisamment de temps à son associé, à sa relation d'associé. Toi, Christian, avec Philippe, je crois que vous n'avez pas forcément mis en place de rituels très
rigide. Mais en revanche, vous avez mis en place vous avez défini entre vous la théorie du centimètre. Est-ce que tu peux nous éclairer sur ce que c'est que cette théorie du centimètre et notamment aussi l'impact qu'il peut y avoir de cette théorie entre la partie quand vous êtes tous ensemble au bureau et puis en ce moment ce qui se passe avec le télétravail un peu subi et forcé? Yes, les rituels c'est super pour une boîte, mais avec Philippe on est un peu libre dans notre tête et c'est compliqué d'appliquer des rituels. Mais on n'est pas contre les rituels, mais c'est vraiment pour la boîte, pour les process, pour le travail d'équipe, c'est important d'avoir ces rituels-là. Mais à nous c'est compliqué, on est toujours pris par trois trucs. En revanche, oui, on a développé cette théorie de centimètre. Je sais pas s'il faut la déposer, mais c'est un truc qui est très fort chez nous. C'est le fait que on se rend compte que dès qu'il y a un peu de distanciation et que on est plus là à se toucher le coude assis à la même table de l'open space, ça devient très compliqué et c'est là où les divergences commencent à apparaître. Dans nos locaux rue Bayenne, dans le 17e, on a 3 étages et les étages sont divisés en fonction des équipes, mais parfois il y a un étage que Philippe, un étage que Christian, etc., etc. Et donc, au démarrage, on se dit, ben, chacun va se mettre au sein de ses équipes, ça va être bien pour la communication entre les équipes, ça va être top, le business va avancer. Mais très rapidement, au bout d'une semaine, on s'est rendu compte qu'il y avait des décisions qui étaient prises à droite et qui n'étaient pas validées à gauche ou qui n'étaient pas connues à gauche. Et donc, tout de suite, on s'est remis ensemble et on a trouvé le système que chaque trimestre, on change d'étage. Donc, on a des bureaux tournants dans les 3 open space et on reste ensemble. C'est le petit couple de perdreaux là qui reste toujours collé et qui va se bouger d'étage en étage. Et oui, et c'est beaucoup plus clair pour nous parce que on a un mode de communication qui est assez informel au final et le côté informel envoyé et donc le côté informel c'est très riche pour nous d'être à côté pour le faire. J'ai une idée, je t'en parle, on valide et puis l'idée en fonction à force d'être à côté dans la journée, ben à la fin de la journée on a une super idée, on a quelque chose et puis on a un plan. Alors que si on n'est pas à côté, ben l'idée elle va pas travailler, elle va pas émerger, il y aura pas d'itération quasiment continue et donc on va se planter. Et donc oui, c'est très compliqué aujourd'hui. Et on l'a vu parce que ça a créé des frictions, puisque maintenant on vit pas ensemble avec Philippe, pas encore. Et donc on est chacun dans nos familles, dans nos appartements. Et là, donc on se touche plus le coude. Et donc on s'appelle souvent. On doit passer entre 4 et 5 heures au téléphone tous les jours. Mais c'est compliqué d'avoir ces itérations un peu constantes pour pouvoir faire avancer la boîte. Donc aujourd'hui c'est une petite épreuve qui nous est imposée, mais on va s'en sortir. Voilà. Et du coup, pour combler justement cet éloignement physique, géographique, vous êtes plus à 2 centimètres l'un de l'autre, mais en tout cas plus loin. Du coup, vous téléphonez 10 fois par jour. C'est ce que je disais, on doit passer entre 4 et 5 heures au téléphone tous les jours. Enfin, surtout que là, on a vraiment un vrai sujet commun sur lequel on est en train de travailler. Donc là, pour le coup, on est vraiment ensemble. Mais on essaie c'est un peu galère, mais on essaie j'ai une idée, j'appelle l'autre. On itère comme ça. Ah, excuse-moi, je te dérange, il est 20 heures, blablabla. Mais c'est un peu comme ça qu'on fonctionne. Si on le fait pas, on va dans le mur. Et donc, on continue à avoir ces points de contact très, très réguliers. Enfin, pas réguliers, mais très souvent. Voilà. Top, merci beaucoup, Christian. Alors toi, Dorothée, j'ai une question pour toi. Sachant que Gabriella est ton associée, mais aussi ta meilleure amie. Comment est-ce qu'on gère ça? Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent et je vois d'ailleurs il y a eu une des questions qui a été posée en ce sens. On a beaucoup de lauréats aussi chez nous qui tout simplement qui s'associent à leurs amis, parfois des gens très proches, même voire parfois à leur famille. Comment est-ce que vous gérez ça, notamment quand la situation se tend? Comment est-ce que vous faites pour séparer un peu le privé du pro, etc. Bah alors, on sépare pas vraiment. Enfin, on sépare. C'est pas vrai. On sépare et on sépare pas. C'est-à-dire que ce qui prime, c'est notre boîte. Donc c'est le boulot. Donc les problèmes perso, ils restent à la porte du boulot. Mais s'ils sont trop importants pour l'une ou pour l'autre, bah on coupe, on arrête tout. On fait une pause. C'est une parenthèse. Donc on se dit ok, stop. On va prendre un café. On va boire un verre, on va déjeuner toutes les deux et on parle pas de boulot. Donc ça, c'est notre manière à nous de recréer une bulle à l'intérieur de la journée. Bon, c'est pas très compliqué parce qu'une journée, c'est quand même, même s'il y a beaucoup de boulot, en réalité, tu peux toujours prendre 1 heure pour toi. Parce que c'est plus important que le reste, parce que si ça te prend la tête, t'avances pas, tu bosses mal. C'est comme faire de la méditation ou aller courir, c'est la même chose. Bon, bah nous, dans notre relation, s'il y a une friction, s'il y a un truc perso qui prend la tête de l'une de l'autre, qui a rien à voir avec le boulot,
on s'arrête et on prend le temps qu'il faut. Et ça, mais il n'y a pas de rituel. C'est exactement comme pour toi, Christian. C'est pareil. Il y a pas, on n'a jamais mis en place de rituel. Les choses se font vraiment assez naturellement. En revanche, on s'est rendu compte une expérience assez similaire avec les open space. Nous, on a toujours été dans le même bureau et l'année dernière, on a restructuré le bureau puisqu'on a dû réorganiser l'espace, etc. Et Gabriella s'est retrouvée avec son équipe et moi avec la mienne. Et ça a duré pas loin de 6 mois. Et c'était assez sympa d'être chacune avec nos équipes respectives, mais effectivement, les décisions étaient prises de part et d'autre et il y avait plus de lien. Et nous, on a une équipe B2B, une équipe B2C et il y avait plus de communication. Il y avait des communications pendant les points un peu rituels d'équipe, donc les stand-up du lundi matin. Donc là, tout le monde était au courant de tout et en fait, on prenait connaissance de plein d'éléments à ce moment-là. Et ça a été ça a été dur. Ça a été vraiment dur. Et quand on s'est retrouvés en septembre dans le même bureau, il y a eu un soulagement total. Et en fait, ça a été assez étonnant parce que tout s'est débloqué. Tout ce qui était bloqué depuis des semaines, des mois, enfin, en fait, on n'y arrivait plus. Et moi, je l'ai vraiment ressenti le jour où on s'est réinstallés ensemble dans le même bureau. J'étais tellement heureuse. C'était un soulagement parce que tout va plus vite, parce que tu bosses sur un truc et puis tu as une idée, hop, tu le dis, il y a une espèce de ping-pong, ça va vite, tchic-tchac, il y a une décision qui est prise, on n'en parle plus. Et puis, il y a un réalignement pour la totalité de l'équipe. Et donc, en fait, tout s'est remis en place. Et à partir de là, on s'est dit, OK, on se sépare plus. Donc, effectivement, maintenant, on a de nouveau changé et on est au milieu de l'équipe, mais on est ensemble. Et quand on a besoin de se parler, on sort. On va prendre un café, on va boire un verre tous les deux le soir, on refait un point au téléphone avant d'arriver chez nous ou en arrivant chez nous. Alors, il n'y a pas d'horaire pour nous deux. Je veux dire, c'est un peu pareil. Ça peut être à 20h, ça peut être à 7h du mat, c'est le week-end, c'est les vacances. Ça n'a aucune importance. Il n'y a pas de limite. Mais c'est notre mode de fonctionnement. Et effectivement, nous, c'est pareil. Là, aujourd'hui, on se parle 10 fois par jour. Pour tout. Pour le boulot, et puis s'il y a un truc perso qui vient se greffer au milieu, bah ça se greffe au milieu. Et s'il n'y a pas le temps, bah on se dit ok, là pas tout de suite, là j'ai trop d'urgence, on s'en parle tout à l'heure. Mais il n'y a pas de, c'est important en fait, c'est essentiel. Nous, ça fait partie de notre mode de communication, parce qu'on sait que s'il y en a une des deux qui va pas bien, bah le reste va pas bien. Donc, et ça marche pour tout le monde en réalité. Merci Dorothée, c'est intéressant de voir qu'effectivement il y a des similitudes dans vos approches, des choses qui fonctionnent. Alors Olivier, je vais profiter de ta présence. Est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. D'accord. Alors du coup, je vais en profiter pour te poser une question rapide. Oui. Question assez vaste, mais voilà. Pour toi, c'est quoi ton expérience à la fois de coach et d'associé, une relation qui dure même quand les difficultés arrivent, même quand le bateau tangue? Bah, disons que une relation, d'ailleurs Dorothée, tu l'as évoqué, c'est un peu comme un couple. Alors nous, il se trouve qu'on est 3, et aussi en coachant d'ailleurs des associés de start-up, de différentes boîtes. Je vois que il est nécessaire d'avoir ces deux choses, et vous l'avez très bien évoqué tous les deux, Christian et Dorothée. C'est à la fois l'alignement au démarrage sur les valeurs fondamentales. En fait, quelle est cette entreprise que nous voulons faire? Est-ce que c'est juste la développer pendant 5 ans et la revendre? Est-ce qu'en fait on veut en faire au contraire un déploiement à long terme? Est-ce que ce sera en gros le job de notre vie? Donc c'est vrai choix, c'est vrai, voilà, c'est cette vision commune. Ensuite, des valeurs, et vous l'avez aussi évoqué, le rapport à l'argent, mine de rien, c'est un sujet. Hein, est-ce que l'argent c'est important? Est-ce qu'on veut d'abord le partager? Est-ce qu'il sert d'abord à la croissance de l'entreprise? Voilà, le rapport au pouvoir. Je dis souvent, on est 3 assis sur la même chaise. C'est-à-dire que donc il faut qu'il y ait à la fois l'humilité et l'assertivité. C'est-à-dire avoir l'humilité que parfois son associé aura la lumière, et c'est très bien, et c'est très important vis-à-vis des équipes, vis-à-vis des clients, vis-à-vis des médias. Il faut s'en réjouir, mais mine de rien, il faut un petit peu travailler son ego. Vous voyez, donc il y a un vrai travail sur soi, sur l'estime de soi, sur son identité, pour qu'on soit paisible par rapport à ça, et donc on laisse toute la place à son associé dans les décisions, dans la visibilité.
et à la fois qu'on prenne aussi sa place, parce que ça peut être aussi un confort de laisser tout à son associé, s'exposer, faire le job, etc. Donc voilà, c'est ce bon équilibre, voilà. Donc cet alignement sur les valeurs. Et puis également, troisième élément, c'est la complémentarité dans les talents, dans les compétences. Pas si facile que ça. Quand quelqu'un est très structuré, moi j'ai un associé, j'ai de la chance, qui est organisé, qui cadence. Moi, je suis plutôt tendance flexible. C'est super. Maintenant, il faut qu'on se parle parce que je peux l'agacer et parfois il peut aussi m'agacer. Et c'est très bien. Et ça marche si on se parle, si on se dit les atouts de l'un et de l'autre. Donc en fait, pour que ça fonctionne, ça demande ce qu'on appelle de la métacommunication, c'est-à-dire de faire un stop et à un moment donné de ne plus parler du business, des choix qu'on doit faire, des équipes, des clients, etc., mais parler de la façon dont on fonctionne ensemble. Voilà. Et là, quand tu as réagi en réunion, ça a été compliqué, etc. Donc ça, c'est vraiment un élément très important d'avoir des temps de pause où on parle de notre fonctionnement. Voilà, ça c'est une des clés. Nous, tous les trois, on prend une journée par mois sur notre fonctionnement. Donc, et donc, on quitte le bureau, on va se balader à Paris, on s'arrête dans un bar et on travaille ensemble sur ces sujets. Donc ça c'est vraiment très important d'investir du temps pour nourrir cette relation et parler de ce que l'on vit. Excellent. Voilà, ensemble. Merci beaucoup Olivier. Alors je remercie aussi Jean-François Vier qui dans les questions a fait un excellent résumé, je trouve, de tout ce qui a été dit depuis le début, enfin en tout cas en partie, sur le fait qu'il y a une bonne recette qui semble se dégager, même si parler de bonne recette sur des sujets humains c'est très compliqué, mais en tout cas un socle de valeurs commun. De prendre soin de sa relation en dégageant du temps, en étant très proche, et Olivier a évoqué la métacommunication, c'est-à-dire pas parler du business, mais parler de sa relation et de sa manière de communiquer les uns avec les autres, et avoir des profils de personnalité différents. A priori, en tout cas dans les 3 témoignages qu'on vient d'avoir, ça va dans le même sens. Alors Olivier, si tu es toujours avec nous, j'ai une question complémentaire pour toi. Avec ta casquette un peu de coach côté Turning Point, il y a un schéma psychologique assez classique que toi tu peux voir apparaître chez certains dirigeants et qui peut être assez destructeur et notamment qui peut apparaître quand il y a des difficultés qui se présentent et qui peut se mettre en place entre les associés. Est-ce que tu peux nous le décrire et nous dire comment en sortir? Sachant juste une précision pour ton micro, on t'entendait en fait, je pense que tu étais parfois un peu trop proche de ton micro, ce qui fait que ça saturait un petit peu. Donc si tu peux peut-être faire un essai en reculant de quelques centimètres. Voilà, effectivement, je l'avais un petit peu trop rapproché. J'espère que ça ira mieux. Pardonnez-moi pour vos oreilles. Alors, effectivement, tu évoques ce qu'on appelle le triangle de Karpman, c'est-à-dire un jeu psychologique qui parfois peut se mettre en place, notamment quand on est en forte tension, quand on est face à des difficultés. C'est-à-dire que, en fait, il y en a un qui endosse le rôle un peu de perçu comme persécuteur, et puis évidemment, en face, il y a forcément une victime. Et puis, quand il y a un persécuteur et une victime, eh bien, il y a toujours un troisième qui arrive là comme le sauveteur. Et qui le sujet, c'est que en fait, on s'installe dans ce type de rôle et on justifie, c'est-à-dire que la victime va trouver toujours de quoi se victimiser et le persécuteur va se justifier et voilà. Et en fait, dans ce triangle qu'on appelle dramatique, parce qu'en fait, il n'est pas sain. Tout simplement parce que chacun n'entre pas en relation dans une relation d'adulte, tout simplement. Donc, on est soit un enfant soumis qui veut se rebeller, soit etc. Et donc, le vrai sujet là, c'est de ne pas tomber dans ce piège de l'accusation, en fait c'est ta faute parce que on n'a pas peut-être qu'on est dans une situation compliquée à cause de toi. Alors c'est vrai, parfois on peut faire des erreurs et donc
il est important d'avoir des discussions et parfois ça peut être assez, je dirais, challengeante. Hein, on peut se confronter, on peut s'engueuler, c'est bien parce que parfois c'est nécessaire dans la mesure où on voilà, après aussi, on peut se reparler, parfois se demander pardon parce que j'ai eu un propos voilà, qui est sorti trop vite de ma bouche et ça n'était pas mon intention et on reconstruit une relation. En revanche, être très attentif à ne pas se laisser piéger dans ces jeux psychologiques, en fait, où on a toujours celui qui est le dur, celui qui impose et qui dit en fait vous êtes des mous et il faut que ça avance et heureusement que je suis là pour cadrer. Et puis la pauvre victime qui se plaint tout le temps et l'autre qui dit heureusement que je suis là, sinon rien ne se ferait. Vous voyez, on a vraiment ces rôles qui arrivent très fréquemment. Et aujourd'hui, dans cette phase de crise, j'observe que c'est une tentation. Donc, ça demande un vrai travail sur nous. Il n'y a aucune fatalité, mais un vrai travail pour nourrir la relation, se dire les choses et grandir ensemble. Et on sortira de cette crise dans nos relations d'associés vraiment renforcées, vraiment mûries, et ce sera très bénéfique pour ces relations et donc pour l'entreprise que nous pilotons. Merci beaucoup Olivier. Alors, tant que ta connexion est encore bonne et le son correct, j'en profite. Est-ce que tu as autre chose à partager à ceux qui nous écoutent? Un dernier conseil peut-être Non, moi je pense que cette relation d'associé, vous l'avez évoqué parfois. Moi, ça a été avec des amis, hein, Michel et Édouard, on se connaissait avant, et ça a plutôt voilà renforcé notre aventure. Ça fait 12 ans, 10-12 ans qu'on mène cette aventure ensemble, et c'est une vraie richesse humaine. Et je vois bien que si moi j'étais resté tout seul, eh bien l'aventure aurait été toute différente. Et je me réjouis chaque jour d'avoir mes deux associés et puis mes autres associés, Véronique et Classe, Eric, Elisabeth, Anna à Londres, Agnès à Milan, qui sont très engagés dans l'aventure du groupe Turning Point à l'étranger. Donc c'est un vrai bonheur, c'était une vraie chance. Et donc parce que j'ai beaucoup de personnes qui me disent mais quand même c'est compliqué l'association. C'est vrai que beaucoup de boîtes se plantent pour des problèmes d'association, pas parce qu'il manque de clients ni d'offres, mais à cause de l'association qui explose. Donc, cela implique un vrai travail, un vrai investissement, mais au final, quel bonheur et quelle force collective on en dégage. Merci beaucoup Olivier, un beau plébiscite pour l'association. Christian, on vous avait fait intervenir avec Philippe il y a quelques temps à une soirée des lauréats où vous étiez un peu mis à nu sur ce sujet de l'association et vous aviez évoqué des sujets dont on n'entend pas souvent parler entre associés, les sujets de jalousie, les sujets de manque de reconnaissance, les sujets d'ego qui du coup génèrent au final des tensions. Comment est-ce que depuis avec Philippe vous avez appris à gérer tout ça? Comment est-ce que vous gérez des tensions entre vous quand il y en a? Parce que j'imagine qu'il doit y en avoir quelquefois encore, non? Bien sûr, on a mis à se mettre à poil avec Philippe, surtout sur scène. Bien sûr qu'il y a des tensions au quotidien et même des tensions long terme, voilà, des choses comme ça. Mais on est tous malades de notre ego. Ça, c'est quelque chose qu'on a compris très très rapidement avec Philippe et je pense que collectivement, on est tous malades de notre ego. Et la seule fonction entre associés, c'est de travailler cet ego-là. Parfois, lui faire la place, lui faire une place parce qu'on sait que là, il y a un ego qui est d'une type comme ça, il faut lui laisser la place. Et d'autres, il faut aussi faire des efforts soi-même sur son propre ego pour que l'ego de l'autre fonctionne à plein pot. Parce que si on n'est pas non plus totalement aligné avec notre personnalité, avec ce qu'on sait faire, ce qu'on aime faire, et qu'on est coupé un peu dans nos capacités à être le meilleur à cause de l'ego de l'autre, c'est compliqué. Donc, il faut trouver cette place de l'ego par rapport à l'autre et faire un petit peu d'effort pour que chacun soit vraiment en pleine possession de ses moyens et qu'il s'éclate à ce qu'il est en train de faire. Donc, vraiment, le bien-être de l'autre. Je sais que tu fonctionnes comme ça, je sais que tu as besoin de ça. Écoute, parfait, je te laisse la place là-dessus et prends-le. Ça va faire du bien pour la boîte parce que tu vas vraiment tu vas y aller à fond. Mais après, oui, quand on fait ça, on laisse des portes ouvertes ou des places, et c'est là où les égos se frottent un petit peu. Et c'est comme exactement ce que disait Olivier. Il faut communiquer, il faut en parler. Il faut parler de la relation, il faut ouvrir son cœur et dire, bah oui, là, j'ai été
là j'ai mal vécu, là j'ai été choqué, là cette séance-là n'était pas satisfaisante pour moi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et pareil, remettre la priorité. La priorité, c'est la relation avec l'associé. Donc, s'il y a une, une friction, mais tout de suite la réparer, entre guillemets, et en parler. Et ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que ce qu'on faisait pas dans le passé, c'est que maintenant, c'est quasiment instantané. On a une réunion où ça se passe mal. On dit quelque chose très rapidement pour que l'associé comprenne que là, il y a un truc qui lui plaît pas. Il le comprend à mi-mot et tout de suite le tir est rectifié. Alors qu'avant, on disait rien, on se renfrognait et puis une semaine après, ouais, mais tu te souviens de la réunion il y a une semaine, les actionnaires, là, j'ai vraiment pas apprécié, blablabla. Et donc ça traînait là. Donc là, ce qui est bien, c'est que on a accéléré un peu ce cycle de remise à niveau entre guillemets, qui est quasiment maintenant permanent. Et dès qu'il y a un problème, on le dit tout de suite, on n'attend pas, voire on le dit en séance en disant mais là non là tu peux pas c'est compliqué pour moi etc. Donc c'est ça qu'on a c'est un peu les voilà c'est ce qu'on a appris être beaucoup plus réactif en cas de friction et c'est quasiment un travail permanent au quotidien de le faire voilà. Merci beaucoup, Christian. Toi, Dorothée, comment est-ce que vous vivez ces sujets de tension? Pareil, est-ce que c'est hop dans l'instantané que vous en parlez? C'est exactement ça. Maintenant, quand il y a une tension, bon déjà ça se sent tout de suite, hein, c'est immédiat. Enfin, on se connaît vraiment par cœur, donc on le sait. Mais alors nous, on a déménagé, on est dans un plus petit bureau qu'avant, donc on peut plus régler les trucs sur le coup comme ça. Alors comme on est très très proche de notre équipe, elles sentent, elles savent. Mais en revanche, on règle le problème immédiatement. Alors parfois, c'est plus important pour l'une que pour l'autre parce qu'on ne perçoit pas de la même manière. C'est des problèmes d'ego, effectivement, et on est plus attentif au nôtre qu'à celui de l'autre. Et donc, mais c'est hyper rapide. Nous, on a eu une friction juste avant le confinement au sujet d'un développement de produits. Mais en fait, on était parfaitement d'accord. La finalité était la même, on voulait la même chose, mais on s'est mal exprimé. Il y en a une des deux qui a pris la mouche, l'autre qui a juste dit fait n'importe quoi, ça a blessé encore plus. On s'est vraiment blessé toutes les deux, on s'est pas comprises, et il a fallu attendre le soir que, en l'occurrence, moi j'envoie un message en disant ce qui s'est passé ce matin, c'est pas possible, on peut pas faire ça. Enfin, ça, on se blesse mutuellement, c'est pas possible. On s'est appelé, on a pris 1 heure, on en a discuté, et en fait ça a révélé d'autres choses. Ça a révélé qu'il y avait d'autres choses, qu'il y avait une blessure liée à ce qui avait été dit, que ça avait créé une espèce d'insécurité, et donc on en a discuté et ça a permis d'être plus attentive à des nouvelles choses qui émergent parce que on est dans l'impermanence, donc tous les jours on est un peu différent, donc il y a des trucs qui étaient valables hier qui ne le sont plus demain, et donc ça implique d'être toujours attentif à l'autre. Donc ça, moi, je pense que c'est hyper important. Mais malheureusement, au quotidien, c'est pas toujours simple. Mais on essaie nous d'y être hyper attentive, par le biais de tout ce qu'on a dit tout à l'heure, en prenant un peu de temps pour discuter. Parce que même quand il n'y a pas de friction, si on prend du temps pour déjeuner ensemble, pour boire un verre, pour boire un café, juste toutes les deux, ça nous permet de mettre à jour ces trucs avant qu'ils naissent pendant une réunion, avant qu'ils explosent en réunion. Parce qu'on a été plus, on a discuté, donc on a vu qu'il y avait des choses qui traînaient. Donc c'est l'attention à l'autre, mais c'est l'attention constante. Hein, c'est vraiment parce que effectivement cette association, elle est précieuse, elle est essentielle. Ce que je retiens du coup de ce que vous dites, c'est réagir dans l'instantané, et puis il y a quand même un truc aussi d'avoir des codes entre associés pour que tout de suite l'autre comprenne, même s'il y a d'autres personnes autour de la table, qu'il y a un sujet dont il faudrait parler. Parce que c'est vrai que selon les configurations du bureau, c'est pas toujours évident. Donc c'est peut-être de définir comme ça des codes entre nous pour réussir à signifier à l'autre que ok, faut qu'on parle tout de suite. Et nous, on se connaît depuis longtemps, donc j'imagine que c'est très différent quand c'est des associations neuves avec des associés qui ont été choisis en fonction de choses précises. Nous, comme on se connaît depuis très longtemps, c'est immédiat, on le sait. De toute façon, il y a un truc d'énergie, hein, ça se passe dans l'instant, c'est immédiat. Quand on se connaît moins bien, je pense que ça doit être beaucoup plus difficile. Et là, moi, j'ai pas d'avis sur cette question parce que je l'ai jamais vécu. Merci beaucoup, Dorothée. Juste avant de prendre les questions des uns des autres, toi, Christian, étant donné que tu as en plus, t'as monté plusieurs boîtes avant même Mano. Dans nos échanges, tu avais un avis assez tranché sur un sujet qui revient toujours quand on parle de l'association, qui est le 50-50 ou le 49-51 ou voilà, alors qu'on soit 2 ou 3. L'idée, c'est est-ce qu'on divise le gâteau en parts parfaitement égales ou non? C'est quoi ton avis là-dessus? Mon avis est assez ferme, c'est qu'il faut que ce soit de l'égalité. Parce que dès que tu démarres avec une inégalité dans l'association,
où est le sens de l'association. Je parle avec une association sur le fait qu'il y a un projet commun, etc. Je parle pas on associe un CTO qui vient après, etc. C'est vraiment, s'il y a un projet construit ensemble, pourquoi partir sur une inégalité? J'entends les arguments, oui, il faut l'un qui tranche, blablabla. Ben alors, si on arrive à cette situation-là, c'est que ça marche pas. C'est qu'il y a un problème qui est beaucoup plus profond que ça, et donc on donne pas les pouvoirs à quelqu'un d'autre pour le faire. Et c'est pas aussi simple que ça. Donc oui, jeu commun, répartition égalitaire entre les deux. C'est comme si j'aime beaucoup l'idée du couple de Dorothée, parce que nous aussi on est un couple sans amour ou un amour différent, on va dire, avec Philippe. Mais c'est exactement ça. Et si dans un couple c'est pas égalitaire, on va dans le mur. Donc il faut vraiment qu'on ait ce couple qui soit libéré, de se dire ben, j'ai autant d'importance que l'autre, j'ai autant voix au chapitre, et il n'y en a pas un qui est dominant et l'autre qui est plus dominé dans la relation. On part avec les mêmes ambitions pour la boîte, quoi, voilà, la même vision de la vie. Alors je sais que Dorothée Gabriela, vous aussi vous êtes à 50-50 au vu de vos relations en fait avant tout ça. Toi Olivier, vous avez une histoire un peu différente avec tes associés parce qu'ils sont arrivés dans un second temps. Pour autant, la répartition du capital, quand même, c'est pas du 90-5-5. Donc, est-ce que toi aussi, tu rejoins un peu ce que disait Christian et la manière dont vit Dorothée et Gabriela aussi leur association? Oui, je trouve intéressant. Effectivement, il y a un petit peu de schéma. C'est lorsqu'on démarre ensemble, le démarrage ensemble, effectivement, les 50-50 ont du sens. Quand on est deux, pour le coup, nous sommes trois. Moi, j'ai démarré de fait à 100%. Et après, eh bien, quand Michel m'a rejoint au bout d'1 an et demi, effectivement, c'était d'abord évident qu'il soit associé. Et puis, on a eu ce partage progressif. Eh bien, voilà, c'est fait avec du dialogue. Moi, j'ai dû travailler sur moi-même pour, je dirais, renoncer aussi à ces parts progressivement, voilà, pour arriver aujourd'hui à un schéma où donc j'ai 40 et ils ont chacun 30. Mais pour moi, cette petite différence n'a pas d'incidence parce qu'on fonctionne vraiment en totale parité. Et par rapport à ce que tu dis, Christian, tu parlais d'égalité. Moi, je parlerai de parité, c'est-à-dire que il est évident, aucun n'a le pouvoir sur l'autre. Comme ce que vous avez dit au démarrage là, du webinaire, s'il y en a un qui ne croit pas, on suspend et on ne fait pas la décision. Et donc, en fait, les trois ont un droit de veto complet. Et donc, on est complètement en parité. Voilà, il n'y en a pas un qui décide plus qu'un autre. Voilà, ce qui fait que ça demande effectivement un travail progressif pour accepter de donner toute la place aux autres et de ne pas, voilà, et donc d'évoluer progressivement quand on démarre seul. Voilà, mais c'est très, moi je trouve que c'est vraiment très très intéressant et très riche. Ça. Voilà, donc il y a vraiment un peu ces deux schémas, démarrage déjà associé ou bien association progressive. Merci beaucoup Olivier. Alors, je rebondis sur ce qu'écrit Nicolas. Il nous dit que j'ai l'impression qu'un des remèdes, c'est pour revenir à ce dont on parlait juste avant, j'ai l'impression qu'un des remèdes, c'est la remise en cause constante, traiter les plaies naissantes en les affrontant sans attendre. Ça doit être fatigant. Alors, en tout cas, ça demande effectivement, de ce que je comprends, une énergie constante. Donc forcément, parfois, quand on est moins en forme, ça doit être un petit peu plus difficile à gérer. Mais effectivement, je pense que c'est ce qui est remonté là des différents témoignages. C'est très plaies naissantes. Et Dorothée, ouais, tu veux compléter? Oui, moi, j'entends ce qui est écrit là, et effectivement, il faut traiter les plaies au fur et à mesure, et parce que sinon, évidemment, ça s'infecte, ça marche pas. Mais c'est pas que ça l'association. C'est aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure à propos de la notion de relais. C'est aussi pouvoir s'appuyer sur l'autre. Donc, on est deux, et comme dans un couple, il y a toujours un des deux, parce que il y a la prise de décision, puis il y a aussi l'état, le mental, parce que c'est une course, hein, l'entreprise, c'est vraiment un truc particulier. Il n'y a jamais rien d'acquis. Enfin, nous, ça fait 10 ans et on a fait un truc comme ça, et puis après un peu comme ça, et puis là on se prend un truc comme ça. Donc c'est particulier. Il faut avoir une volonté d'en faire. Et malheureusement, tous les jours, on n'est pas genre youhou quoi. Ça marche pas du tout ça. Et en fait, ce qui est génial dans l'association, c'est que quand il y en a un des deux qui est moins bien, mais il y a l'autre qui prend le relais et qui tire. Donc il y a un peu ce truc de cheerleader quoi. C'est un vrai
Alors, moi, je le ressens et on le ressent comme ça depuis le début. On n'est jamais, c'est rarissime qu'on soit toutes les deux en down en même temps. Donc, c'est assez génial de pouvoir se reposer sur l'autre. Donc, oui, ça demande une remise en question permanente, mais ça, c'est assez riche parce que ça oblige à se questionner. Pourquoi j'ai pas bien parlé? Pourquoi je me suis mal exprimée? Donc, c'est pas que négatif. Hein. Ça, et puis, ça, c'est, enfin, quand on se parle mal l'une à l'autre, se parler mal, c'est vraiment un truc. Enfin, nous, c'est pas vraiment notre truc, mais on peut se blesser. Ce qu'on se fait l'une à l'autre, on peut le faire aussi à nos équipes sans le vouloir. Donc, c'est l'association, c'est un petit test sur deux. Enfin, en tout cas, nous, on est deux. Ça nous permet d'éviter de faire des erreurs sur l'équipe quand on est 10, 15, 20, 500. Quand on fait une erreur avec l'une d'entre nous, on essaie d'être attentive à pas la faire ensuite avec les autres parce que comme on s'est parlé avant, on s'est dit les choses, on est plus attentif après. Donc quand je sais pas, Gabriella va me dire t'es trop direct, tu mets pas assez les formes. Quand je vais parler avec les filles, parce que nous on est que les filles, je vais être plus attentive à essayer de mettre les formes. Voilà. Et alors c'est vraiment oui ça prend du temps et de l'énergie, mais pour nous nous de toute façon. Si on n'était pas toutes les deux, cette entreprise n'existerait pas. Et si demain, on devait relancer une entreprise, recréer quelque chose de nouveau, on s'était dit dernièrement, parce qu'on pensait à un nouveau projet, le plus beau cadeau qu'on s'est fait, c'est de savoir que si on relançait quelque chose de nouveau demain, on recommencerait ensemble. En fait, ça, c'était un super cadeau. C'était, surtout dans une période de doute énorme, c'était juste un cadeau exceptionnel. Top, merci. Voilà pourquoi je voulais prendre la parole. Merci beaucoup Dorothée pour ce complément. Alors je propose maintenant qu'on prenne des questions et moi il y en a une que je veux te renvoyer, Christian. C'est on le disait tout au démarrage que effectivement s'aligner parfaitement sur des grands sujets stratégiques c'était essentiel, quitte à laisser de côté des opportunités potentielles pour préserver cet alignement. Mais du coup il y a une question de Cyril qui nous dit que ça paraît effectivement très simple comme mode de fonctionnement, mais que ça peut générer des frustrations. Comment est-ce que vous faites ça, Christian, avec Philippe, pour gérer ça? Ouais, alors pour être super concret, il y a très peu de dossiers qu'on a mis de côté. Quasiment, ils se sont faits dans le temps. Parce qu'on se rend compte qu'à chaque fois qu'il y a un dossier que l'autre a une vision différente c'est juste par manque de connaissances. Il a besoin de s'approprier le dossier, il a besoin parce que c'est souvent moi je suis côté business, Philippe est plutôt côté tech, et donc souvent il y a des trucs qui arrivent de l'un à l'autre. Il faut que l'autre se l'approprie. Il y a un temps d'explication. Et tant qu'on n'a pas compris, on va pas y aller. Donc, OK, on met sur pause. Et quand on s'est bien approprié à un niveau égal chaque dossier, on prend sa décision. C'est plus reculer une décision que pas prendre de décision. Aujourd'hui, j'ai pas d'exemple concret. Il y a peut-être eu un, mais c'est vraiment anecdotique. Donc, puisqu'on fait confiance à l'autre. Généralement, quand il y a un dossier qui arrive, on le traite, mais ça prend un petit peu plus de temps. C'est toujours la différence entre, je réponds aussi à une question, entre être seul et être associé, c'est quoi la différence? Seul, c'est sûr qu'on peut aller beaucoup plus vite, on se plante plus vite, on rebondit plus vite, on fait plein de choses plus vite. Mais je pense qu'on grossit beaucoup plus lentement, puisque les décisions sont moins mâchouillées, j'aime bien ce mot-là, elles sont moins mûres, entre guillemets, quand on les prend, elles sont moins préparées, donc le fait d'être à deux, ça apporte quand même beaucoup plus de sérénité dans les décisions qu'on prend et au final, on grossit beaucoup plus vite. Donc, c'est un peu, c'est toujours pareil. Être tout seul ou à deux, vitesse versus taille de boîte ensuite. Merci Christian. Alors, une autre question aussi, comment se passent les discussions où vous n'êtes pas d'accord? Comment faites-vous pour trouver le bon accord sans vous engueuler? Je ne sais pas si Olivier ou Dorothée, vous avez un complément d'information à apporter là-dessus par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure. Nous, on s'engueule, hein. Nous, non, on s'engueule. C'est notre mode de communication. Enfin, on s'engueule pas, on ne fait pas voler les assiettes, mais on lève la voix, quoi. Voilà. Mais après, on discute. Il y en a une qui va être plus intuitive, donc qui va faire part de ses intuitions, et l'autre qui va sortir des chiffres. On discute. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. On essaie de convaincre. Mais c'est pas grave. Enfin, en tout cas, nous, en ce qui nous concerne, pas être d'accord, c'est pas grave. Hein. Ça remet rien en question. C'est la vie. Je sais pas si toi, Christian, tu veux ajouter quelque chose sur comment vous évitez les engueulades quand vous n'êtes pas d'accord avec Philippe.
Mais pas d'accord, c'est une richesse, hein. C'est une richesse. Et c'est là, c'est tout le travail qui est intéressant. C'est quand on n'est pas d'accord, comment on construit quelque chose qui va être encore meilleur sur ce désaccord-là et comment on va construire quelque chose sur un désaccord. Et comme on a toujours ces valeurs qui sont nos valeurs et notre vision qui est la même, pour le coup, on tombe quasiment automatiquement d'accord. C'est souvent sur la façon de faire. Est-ce qu'on va plus vite? Est-ce qu'on va moins vite? Est-ce qu'on va trop vite? Est-ce qu'on va pas assez vite pour certains dossiers? Mais pour moi, c'est une richesse et il faut qu'on soit pas d'accord. Sinon, je dis, c'est deux clones qui dirigent une boîte et il se passe rien et il n'y a pas ces étincelles qui accouchent d'un truc extraordinaire ensuite. Donc, il faut ne pas être d'accord. Et tout le travail, c'est de se mettre d'accord. C'est ça qui est important. Et que je rebondis. Oui, c'est fatigant, mais c'est la clé du business. Si on se fatigue pas à trouver des solutions, on fait rien. On va pas aboutir à quelque chose de meilleur, plus grand, plus ambitieux, blablabla. Donc, ne soyons pas d'accord, travaillons cette solution. Et c'est cette fatigue-là qu'on a à trouver des solutions qui crée de la valeur. Pour nous, c'est peut-être un mode de fonctionnement peut-être un peu trop mec entre nous, mais on a besoin de se frictionner pour arriver sur des belles solutions ensuite. Donc c'est notre métier. Être pas d'accord, c'est notre métier. Et trouver ces solutions, c'est notre métier aussi. Voilà. Oui, c'est fatigant, mais on y arrive. Merci beaucoup, Christian. Alors, dernière question peut-être pour toi, Dorothée. Je reviens un peu sur le fait qu'avec Gabriella, vous êtes meilleure amie dans la vie et puis associée sur le côté pro. Et je rebondis sur une des questions de Marlène où voilà, encore une fois, comment est-ce qu'on fait pour se détacher de l'émotionnel quand vous engueulez, quand il y a des émotions fortes, des moments difficiles, pour pas que ça entache sur le week-end qui arrive où vous allez vous retrouver dans une autre sphère. Nous, on laisse pas les trucs pourrir. On les laisse pas pourrir et on en discute jusqu'à épuisement, quoi, s'il le faut. Donc c'est pas là, on vient de traverser, on traverse toujours. Ça fait 2 ans, on a eu plein de difficultés techniques qui nous ont entraînés dans tout un tas de trucs. Et on a vu pas mal de nos mentors. Et systématiquement, c'était assez intéressant parce que quand on se voyait dans des endroits extérieurs, donc quand l'une des deux se levait pour aller aux toilettes, commander un verre, n'importe quoi, l'autre se faisait coincer par le mentor en question et lui disait comment ça va toutes les deux. Et systématiquement, on était un peu surprise au début parce qu'on n'avait pas l'habitude qu'on nous pose ces questions et parce que comme jusqu'à maintenant on n'avait eu aucune difficulté, on savait pas ce que c'était, les difficultés, on savait pas ce que c'était. On savait ce que c'était de pas être d'accord sur un projet ou sur la manière d'y arriver, mais c'est tout, ça s'arrêtait là, donc c'était vraiment pas très grave. Et ce qui est ressorti de tout ça, c'était qu'en fait ça allait bien, nous deux, ça allait toujours bien, et en fait c'était vraiment le sujet d'inquiétude des dirigeants qui nous accompagnent, qui nous suivent et qui nous aident depuis le début. C'était ok, comment ça va toutes les deux? Mais en fait nous deux, ça va super. Mais encore une fois, c'est une attention du quotidien. Donc, juste, il y a pas grand-chose à faire. Juste, s'il y a une prise, s'il y a un truc qui nous titille, on essaie de le régler. Que ce soit avant le week-end, après le week-end, peu importe, encore une fois. Mais non, on laisse pas pourrir une situation. Mais je pense que ça vaut dans l'amitié comme dans le boulot. Enfin, je veux dire, quand bien même on serait pas amis, ça serait la même chose. Quand il y a une solution qui vous pourrit au boulot, ça vous pourrit de la même manière. Je pense pas qu'il y ait de différence fondamentalement. Excellent. Merci beaucoup Dorothée. Il est 11h00. On a été très bon sur le timing. Alors on a perdu puis retrouvé Olivier à différentes reprises. Désolé pour ces petits soucis techniques. On vous renverra aussi par email à tous le livre blanc qu'on a réalisé avec le lien pour pouvoir le télécharger, alors qu'on retrouve Olivier juste pour les conclusions, donc c'est super. En tout cas, ça me permet du coup de vous remercier tous les trois chaleureusement, parce que pour rappel, Dorothée, Christian avec Philippe et puis Olivier aussi sont engagés à notre côté en tant que membres de Réseau Entreprendre Paris, après avoir été pour certains lauréats. Donc un grand merci du coup à tous les deux, parce qu'on vient de reperdre Olivier. Christian, Dorothée, un grand merci pour votre disponibilité et ces échanges très riches qui effectivement me renforcent encore plus dans cette conviction que l'association c'est le premier actif de la boîte et qu'il faut le surveiller, y prêter attention comme le lait sur le feu. Si dès que ça commence à déraper, il faut réagir dans l'instantanéité. Et c'est ce qui permet en fait de maintenir les troupes, le business aussi aligné avec la base, le socle que tu évoquais, Christian, tout à l'heure. Un grand merci à tous les deux. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont écoutés. Le replay sera également disponible. Vous allez le recevoir pour ceux qui ont pris en cours de route le webinar.
Donc, je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous et à très bientôt. Merci. Merci à toi, David. Merci à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir.